a proposé de venir présenter son expérience. Alors, c'est un parcours extrêmement riche de médecin qui a commencé par faire de la recherche épidémiologique, en particulier en médecine tropicale et nutritionnelle au Burkina Faso. Donc, il connaît aussi les préoccupations et les enjeux de santé dans le Sud. Il a été directeur d'une association sur les migrations et la santé. Il a été chargé d'études sur le sida à l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. Il a été aussi chargé de mission, puis responsable de la mission sida à la direction des hôpitaux du ministère de la Santé. Il a été vice-président de Médecins sans frontières, membre du cabinet du ministre de la Santé Bernard Kouchner, chef de pôle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et puis préfigurateur et directeur de Santé publique France, c'est-à-dire d'une agence sanitaire absolument majeure, dont l'angle et l'axe est évidemment sur la santé populationnelle dans le système d'agences sanitaires. Donc c'est quelqu'un qui a joué tout au long de son parcours professionnel un rôle absolument crucial dans à peu près tous les domaines, sinon tous les domaines de la santé publique. C'est un très grand honneur de l'avoir parmi nous. Et donc, merci à lui d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour vous présenter son expérience. Et en fait, il a carte blanche pendant la première demi-heure. Et vous êtes aussi invité à utiliser sli.do, sli.do, pour formuler vos questions. Et puis, donc, ce sera un interne de santé publique, Kevin Ouazani, qui rassemblera ces questions et animera la recherche, la session, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment très important que ce soit plutôt les étudiants qui animent la session de questions compte tenu de la thématique développée par François. Donc voilà, vous avez un code à taper. Dièse B694. C'est ça qu'il faut savoir. Exactement. Vous pouvez poser vos questions pendant la session. Moi, je vais les modérer maintenant. Et à la fin, on les posera évidemment au professeur. N'hésitez pas à aller sur sli.do et puis à rentrer le code. Merci par avance, Kevin. Et j'appelle donc François Bourdillon. Bonjour à tous. Merci à Geneviève de m'avoir invité. Alors je confirme, lorsqu'elle m'a invité, je ne savais pas qu'elle serait ma successrice à l'Agence nationale de santé publique, à Santé publique France. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai dit assez vite oui, parce que l'ISPED, c'est la faculté, l'université qui forme le plus d'étudiants en santé publique, et on y est très sensible. Quand je vous vois aussi nombreux, je me dis qu'il s'est passé quelque chose à Bordeaux qu'on n'a pas dans les autres villes françaises, qui est tout à fait enthousiasmant, parce que la santé publique, c'est un métier formidable, c'est un métier qui a du sens, c'est un métier passionnant, et c'est un métier surtout qui a une très forte diversité dans son quotidien. Et pour vous donner quelques illustrations avant de parler de Santé publique France, j'ai envie de dire, la santé publique, c'est des savoirs, c'est des savoir-faire, c'est des pratiques dont le premier élément est de comprendre, d'expliquer. Et là, on voit que l'outil, c'est l'épidémiologie, qu'elle soit descriptive ou qu'elle soit étiologique, et on a besoin de comprendre en santé. Et donc, cette façon de flirter aussi avec la recherche est fondamentale. Et puis derrière, il y a une finalité, et ce sens, c'est prévenir, c'est protéger, c'est promouvoir la santé. Et là, on rentre dans quelque chose qui est différent
qui est de l'ordre de l'intervention, en santé, sous formes extrêmement diverses. Ça peut être de l'ordre de la politique, c'est-à-dire que faire de la politique de santé, c'est une façon de promouvoir la santé ou de protéger d'une certaine façon, jusqu'au plus bas du terrain, où on peut être au contact avec la population et agir sur cette population. Et quand vous allez faire de la santé publique, vous verrez que tout dépend du positionnement où vous êtes. Le positionnement, il peut être national, politique ou ministère, gestion du système de santé. Ça peut être dans un hôpital. Et dans un hôpital, vous aurez à gérer, je sais pas, les infections nosocomiales, le fait que les soins soient de qualité, la pertinence des soins. Ça peut être dans une ville, ça peut être dans une commune, ça peut être dans une association, voire même de l'humanitaire, voire à l'étranger. Et donc, vous avez ici une diversité extrêmement importante. Et alors, quand vous regardez tous ces lieux où vous pouvez travailler, vous pouvez les croiser avec énormément de thématiques. Et alors, il y a ceux qui restent des vrais généralistes, comme en médecine, et puis il y a ceux qui vont se spécialiser ici sur le tabac, l'alcool, les addictions, mais aussi la nutrition, la santé environnement, la santé au travail. Et vous pouvez aussi vous spécialiser. Et vous avez aussi, parce que moi je trouve ça formidable, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de pouvoir sauter d'un sujet à l'autre et pas être enfermé toute sa vie professionnelle sur un seul métier qui, d'une certaine façon, peut être lassant au bout d'un certain temps. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on veut se former en santé publique, et je trouve que Geneviève, lorsqu'elle a présenté l'ensemble des masters et de ses composantes, elle montre aussi que les outils sont extrêmement différents. Et donc on a besoin de l'outil biostatistique, d'épidémiologie, on a besoin des sciences sociales, beaucoup de sciences sociales, on a besoin des sciences de la communication, on a besoin parfois des sciences politiques, parce que les sciences politiques, elles sont cruciales. Mais vous verrez que si vous faites de la politique ou de la gestion du système de santé, vous aurez besoin du droit, vous aurez besoin de l'économie, et bien entendu, comme il y a le mot santé, on a quand même beaucoup besoin de la médecine. Mais la santé publique, c'est une spécialité médicale, mais elle n'est pas réservée aux seuls médecins, elle est réservée à tous les corps de métier, et c'est cette famille de santé publique qui fait la richesse et la force du fait de sa pluridisciplinarité de la discipline. Voilà, donc je voulais commencer par ça pour vous dire que c'est formidable la santé publique. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on ne peut plus s'en passer, et c'est un métier passionnant avec du sens. Alors voilà pour vous encourager à faire de la santé publique, surtout à continuer à faire ce métier passionnant, et même si en médecine, c'est la spécialité la moins choisie par les internes. Je vous assure que les internes en santé publique, ils ne le regrettent jamais. Et une fois qu'ils sont dans la discipline, ils se disent « mais on a un métier formidable ». Alors, dans ma carrière, parce que je me suis arrêté le 10 juin dernier, après 5 ans d'exercice, 2 ans pour construire l'Agence nationale de santé publique et 3 ans pour la remettre sur les rails, on s'est retrouvé à l'époque dans une situation très particulière d'un pays très industrialisé, la France, qui avait fait le choix de ce qu'aucun autre pays du monde n'avait fait, c'est-à-dire de construire des agences sanitaires par fonction de santé publique. Donc on avait la veille, la surveillance, l'alerte à l'Institut de veille sanitaire, on avait la prévention-promotion de la santé à l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et puis on avait, je dirais, ce qu'on appelait à l'époque les cow-boys de la médecine, les réservistes sanitaires qui étaient capables d'intervenir sur des catastrophes sanitaires pour remettre en fonction le système de santé. Et quand j'ai discuté de ça avec Marisol Touraine et son cabinet, j'ai dit mais la France se doit de revenir
sur un modèle qui est celui de l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire d'avoir une agence nationale de santé publique. Et pour ça, on a été voir l'IANFI, c'est l'Association internationale des agences nationales de santé publique, et puis on a été voir nos amis anglais. Et je trouve, Geneviève, que c'est extrêmement important d'être ouvert sur le monde, de ne pas être fermé sur soi-même pour essayer de comprendre comment ils agissent. Et lorsqu'on voit comment fonctionne une agence de santé publique, eh bien on voit que ce qui fait la force d'une agence, c'est le continuum, entre la connaissance et l'action. Et au début les personnels des 3 agences étaient totalement terrifiés. Voilà, donc ceux qui faisaient de l'épidémiologie ne voulaient pas entendre parler de prévention, avaient même peur de perdre une certaine forme d'indépendance scientifique. Les préventologues, qui sont toujours ceux qui considèrent avoir le plus d'argent, avaient peur de se faire voler leur argent au bénéfice de l'épidémiologie, et les réservistes sanitaires avaient peur de perdre de leur souplesse. Et on a fait un travail de démocratie participative très important, de réflexion sur la santé publique avec l'ensemble du personnel, qui a abouti à cette création du continuum en santé publique, et qui a amené à la fois les épidémiologistes à se dire « ouais, c'est bien de donner des chiffres, mais à quoi ça sert ? Et est-ce que vous allez pouvoir accompagner le processus, voire donner des indicateurs d'évaluation ?» Et puis ceux de la prévention, qui étaient de se dire « est-ce que toutes ces données épidémiologiques peuvent servir de plaidoyer pour faire du marketing social dans ce domaine ?» Alors j'ai envie de vous, puisque d'écrire l'agent, je pourrais y passer beaucoup de temps, j'ai envie de prendre un thème. J'ai envie de prendre un terme pour vous montrer l'importance du continuum en santé publique. Je prends le thème de la vaccination parce que c'est un thème assez fédérateur. Donc la vaccination, vous savez, c'est le symbole de la prévention primaire, ça permet d'éviter des maladies. C'est connu depuis des dizaines d'années, c'est très efficace, on a éradiqué la variole, on a réduit la poliomyélite dans notre pays, toute une série de maladies, la coqueluche, la rougeole. Et vous savez qu'on a, dans notre pays, mais aussi dans beaucoup de pays du monde, une certaine forme de défiance qui s'est créée autour de la vaccination, avec des mouvements anti-vaccinaux relativement importants, des erreurs parfois politiques, et je vais y revenir, et qu'aujourd'hui, on fait face à des épidémies importantes dans notre pays. Alors, je voudrais dire à quel point, si on veut agir, l'ensemble des actions s'interpénètrent. Alors, la première des choses, c'est pour agir sur la vaccination dans notre pays, qui posait un problème, là tout le monde était d'accord, on a eu besoin d'expertise. On a eu besoin d'expertise, et l'expertise, c'est de la connaissance. Et il y a eu 3 sortes d'expertises qui ont été construites. Une première du Haut Conseil de la santé publique, qui a souligné le dégât que fait un double régime d'obligations et de recommandations dans la vaccination, qui fait que c'est une mauvaise compréhension, les gens considérant que l'obligation est bien supérieure à la recommandation. Or, l'obligation, c'est sur les maladies qui ont quasiment disparu, et les recommandations, c'est sur les vaccins qui sont aujourd'hui les plus importantes. On a été obligé de passer par une expertise parlementaire pour faire en sorte que les parlementaires s'emparent du sujet. Et donc, ça a été Madame Hurel, députée, qui a fait cette expertise-là. Et puis, on a été obligé de passer sur une expertise citoyenne en accompagnant une concertation citoyenne avec des jurys citoyens, avec des jurys professionnels, pour essayer de cerner l'ensemble du sujet et de faire en sorte qu'il y ait des propositions qui puissent être mises en œuvre sur le plan politique. Et derrière ça, il y avait, je dirais, donc toute cette analyse d'expertise qui a été portée par l'agence, et c'est l'agence qui a porté la concertation citoyenne. On a eu, je dirais, tout le travail des épidémiologistes qui a été de dire, certes, on a eu des épidémies, notamment de rougeole 2008-2011, mais on est en pleine épidémie, et qui a lancé l'alerte.
qui a lancé l'alerte. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au sein de l'agence, devant des cas de rougeole, dans un hôpital, qui se transmettent, infection nosocomiale, il faut lancer l'alerte. Lorsqu'on a des cas de rougeole dans des écoles où on voit bien qu'il y a des parents qui sont très anti-vaccinaux, comment on fait et comment on agit, ou même chez les gens du voyage, puisqu'on a été confronté à ça. Et donc on a transformé, je dirais, l'épidémiologie qui était de comptabiliser les cas en un système d'alerte qui a permis régulièrement, à travers des communiqués de presse, de réinterpeller la presse et réinterpeller sur la dangerosité. Bien entendu, quand il y a eu des cas graves, y compris des décès, voire des méningites, on a utilisé ça pour essayer de faire en sorte que les lignes bougent. Et une fois que la ministre a choisi de faire l'obligation, bien entendu, on s'est engouffré là-dedans et on lui a proposé de faire ce qu'on appelle du marketing social, c'est-à-dire d'utiliser la science épidémiologique pour savoir qui se vaccine, qui ne se vaccine pas, sur quelle cible agir, et est-ce qu'on est incapable de contrer les discours anti-vaccinaux. Et tout le travail qui a été fait d'expertise, ça nous a permis de comprendre des choses qui étaient très importantes. D'abord, contrer les anti-vaccinaux, c'est très difficile, et donc on s'est dit, ce ne sera pas notre cible. Notre cible sera ceux qui ont des doutes et qui se demandent, est-ce que je vais vacciner mon enfant ou est-ce que je ne vais pas le vacciner? Et que sur cela, on était capable d'agir avec la construction d'un site internet Vaccination Info Service, qui aujourd'hui a eu 6 millions de visiteurs différents, donc c'est un vrai gros succès, avec une stratégie non idéologique, factuelle de présentation des éléments, et qui s'est articulée sur une campagne média. Alors, il y a la Semaine européenne des vaccinations avec une campagne télé, et la France est un des rares pays au monde à avoir fait une campagne télé sur la vaccination. Et derrière, les épidémiologistes, on leur a demandé de bien sûr continuer à nous décrire les maladies à déclaration obligatoire et maladies à prévention vaccinale, mais aussi de nous faire des indices, un suivi des indices de confiance dans la vaccination. Et le pari qu'on avait fait, c'est que l'obligation allait permettre de regagner en confiance. Et on s'est aperçu que, utilisant les sciences sociales, s'appuyant sur les sciences dures, eh bien, on était capable de recréer de la confiance et de montrer que la couverture vaccinale augmentait et la confiance des Français augmentait dans la vaccination. Voilà, c'est juste ce petit élément extrêmement important sur lequel je voulais insister pour montrer l'importance du continuum. Mais on a encore besoin de travailler, on a besoin de faire un carnet électronique de vaccination, on a besoin de faire de la politique, parce que demain, il faudra que les écoles se remettent à vacciner comme elles vaccinaient lorsque moi j'étais élève, et qu'il faut lever un certain nombre de freins si on veut gagner. Et donc c'est l'ensemble des familles, lorsqu'elles se mettent à travailler ensemble, qui fait la force d'une action en santé publique. Alors ce que je vous ai dit là, je pourrais vous le dire sur le tabac, ça a été le combat que j'ai mené à Santé publique France, et je peux vous dire que 2 années de suite, avoir moins de fumeurs, 1,6 million, moins 12% en 2 ans, ça a été une très grande fierté. La reconstruction de la politique alcool, la construction d'une politique sur la nutrition, tous les enjeux de sécurité sanitaire. Alors, je terminerai 5 minutes, si je peux le faire, sur quels sont les enjeux de demain. Quels sont les enjeux de demain en santé publique pour que vous le sachiez. Alors, j'ai pris quelques exemples très importants. D'abord, on a la sécurité sanitaire. Ça, c'est régalien, la sécurité sanitaire. Une agence nationale de santé publique, elle est là pour faire de l'alerte, pour agir, et elle doit signaler à bon escient et pas signaler trop souvent, parce que sinon elle se fait souffler dans les bronches. Et donc, les crises, on en a tout le temps, on en aura tout le temps, et il faut toujours être armé, et ça devient toujours prioritaire. On a eu Ebola, on a eu le Zika, les arboviroses, on a eu des épidémies de méningite qui ont un très très fort impact médiatique, et on a eu des épidémies de salmonellose chez les bébés de moins de 1 an qui ont fait aussi la une des médias. La sécurité sanitaire, c'est un vrai investissement. C'est de la communication de crise, c'est la maîtrise des signaux, c'est l'analyse du big data, c'est plein de choses passionnantes, et c'est un profil très clair
de professionnels de santé publique. Parmi vous, il y en a qui aimeront ça, et parmi vous, il y en a qui auront horreur de ça. Voilà. Mais il faut aimer la crise. Alors, la deuxième chose, c'est le marketing social. Alors, le marketing social, on avait fait le pari avec l'école des hautes études en santé publique et Karine Calopel-Morvan de le construire dans notre pays. Ça, c'était un ovni sur place. Personne n'osait utiliser le mot marketing social dans notre pays, comme si la publicité à visée positive pour la santé des personnes était un gros mot. On l'a construite avec les épidémiologies, d'abord, avec de la science, parce qu'il s'agit de cibler les populations que l'on veut toucher, et avec les gens qui ont la science de l'éducation et la science de la communication pour le construire. Et je peux vous dire que quand ça marche ensemble, quand vous lancez une campagne sur des bases scientifiques et que vous avez des éléments d'évaluation, ça marche très bien, et c'est un vrai champ qui s'ouvre dans notre pays, parce que très peu de personnes sont formées dans ce champ. Il y a la santé-environnement. Santé, environnement, travail. C'est extrêmement important. J'ai noté qu'ici, c'était déjà ensemble. On n'imagine pas une seule seconde, et il faut être au sein de l'agence pour s'apercevoir les dégâts environnementaux qui ont eu lieu dans notre pays. C'est considérable. Alors on peut prendre l'amiante, on pourrait prendre l'exemple de la chlordécone aux Antilles qui ont contaminé l'ensemble des milieux. Mais sachez, pour vous donner une idée, sur 2010-2019, c'est 300 investigations de terrain qui ont été menées par l'Agence nationale de santé publique, par Santé publique France sur le terrain, et qui ont montré des pollutions des milieux extrêmement importants. Donc ça, c'est sites et sols pollués, c'est un vrai sujet. Pollution atmosphérique, c'est un vrai sujet. 48 000 morts par an. Il y a des vrais efforts qui ont été faits. Le plaidoyer est construit, et le plaidoyer, il a été construit par les épidémiologistes qui ont été en capacité de faire des études quantitatives de l'impact sanitaire en santé, donc de faire des modélisations avec des scénarios sur la morbidité, sur la mortalité, de manière à montrer que si on agit, on peut améliorer l'état de santé de la population. Et ça, les collectivités territoriales s'en emparent. Donc la santé-environnement, c'est un champ extrêmement important. C'est très très peu enseigné. Il y a très peu de personnes qui connaissent ces sujets-là, et je vous assure que quand il y a quelqu'un qui se présente à l'agence et qu'on a la possibilité de le recruter, eh ben, on fait en sorte de recruter des environnementalistes. Il y a la santé dans les territoires. Je pense que dans les 5 ans qui viennent, les régions, les villes auront des missions de santé, et qu'on aura besoin de professionnels de santé publique dans les villes pour agir, pour améliorer la santé publique des personnes. Et puis j'ai envie de dire 2 autres choses. Le big data. Le big data, c'est-à-dire l'informatique à grande échelle, le croisement des banques de données, ne serait-ce qu'en santé-environnement. On a toutes les banques de données sur la pollution dans notre pays. Maintenant, il faut les croiser avec les banques de données sur la santé, et que ça va sonner. Et que c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de faire la démonstration de l'impact des pollutions environnementales sur la santé. Et puis le dernier point, et là aussi, vous, les Espédiens, vous avez ce module-là international, restez pas enfermés sur notre système de santé, ouvrez-vous. Toutes les solutions que l'on a trouvées, on les a trouvées à l'étranger. Hein. Il ne s'agit pas de réinventer le monde, on peut complètement voir à partir de publications ou d'équipes qui ont travaillé sur les sujets des solutions opérantes qui nous permettent d'avancer. Voilà, j'ai envie de vous dire bonne promotion pour l'année prochaine. Soyez fiers de faire un super beau métier, et puis vous êtes la future génération de santé publique.